Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Nicolas Dritch. On vous a déjà parlé de système un tout petit peu avant. Moi, ce que je vais faire, c'est essayer de l'ancrer le plus possible dans notre réalité. Je suis chirurgien dentiste et ça fait 8 ans que j'étudie l'analyse systémique et j'avais envie de partager avec vous ces connaissances. Alors la première chose, c'est de savoir que la systémique naît de la cybernétique. C'est une science qui est née juste après la guerre. C'est une science transdisciplinaire et c'était simplement pour vous dire qu'ils étaient très peu nombreux. Mais grâce à la transdisciplinarité, ils ont créé des changements qui étaient fondamentaux pour notre société actuelle. Alors le sens de ma démarche, c'est que je me rends compte depuis quelque temps que nous vivons une situation complexe face à laquelle nous ne sommes pas préparés. En tant que chirurgien dentiste, on n'est pas préparé à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la mutation de notre système de soins en marché de la santé. Qu'une majorité partage le même diagnostic sur les dysfonctionnements et dangers de cette évolution, mais ne sait comment y faire face. Et enfin, que peu à peu, le découragement et la résignation se répandent chez beaucoup d'entre nous, accompagnés d'un sentiment que toute action est vaine. Si bien qu'il ne nous reste plus qu'à s'inhiber et à essayer de s'adapter comme on peut. J'aimerais simplement vous donner une définition d'un système, puisqu'on en parle souvent, système politique, économique, médiatique, etc. Mais on ne sait jamais trop de quoi on parle. En fait, un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but, l'ensemble comportant des propriétés dont sont dénuées ces parties prises séparément. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait appliquer cette notion-là autant à la cellule qu'au corps humain, à la famille, l'entreprise, l'État, et on peut aller très loin comme ça. Et on va parler de nous. Alors, voici une modélisation simple de notre système. Vous avez les soignants, les patients, et j'ai essayé de simplifier en mettant simplement les UNOCAM, c'est-à-dire notamment les complémentaires santé privés, et puis la mutualité française, et l'assurance maladie. L'ensemble forme un tout, et ils sont organisés en fonction d'un but. L'organisation vous voyez ici, on voit l'effecteur. Donc en fait, l'effecteur, c'est celui qui crée le but, la fonction du système. Et vous avez les facteurs, sont eux qui apportent les ressources à l'effecteur pour pouvoir prodiguer des soins à moindre coût. Alors j'ai pris parti d'emblée, hein, c'est ce qu'on nous demande en tant que soignants maintenant de plus en plus. Et vous voyez que les facteurs, les patients, on leur demande de participer en tant que facteur de plus en plus au coût des soins. Et les complémentaires santé ont pris clairement le pas sur l'assurance maladie. Donc les scientifiques qui ont participé à ce mouvement systémique nous ont donné un certain nombre de propriétés des systèmes et on va en aborder seulement 3 et c'est déjà très bien. En fait, ce que j'aimerais vous apporter, c'est une méthodologie de pensée. Et c'est de se dire que si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien. C'est qu'on a fait un petit peu comme on pouvait. Et comme on pouvait, c'était peut-être pas forcément le mieux. Et la première chose, je crois qu'on a oublié, c'est d'établir la finalité de notre système. La remise en cause du système de soins est devenue monnaie courante au gré des dogmes politiques. Tantôt, quand c'est la droite au pouvoir, ce sont les patients qui sont traités de profiteurs, d'irresponsables, de surconsommateurs. Quand c'est la gauche, c'est plutôt les soignants qui sont traités de nantis, de surprescripteurs, d'irresponsables. Et quand c'est Macron, bah, c'est les deux en même temps. C'est pratique. Mais s'il est une chose qui n'est jamais vraiment mise sur la table, c'est que serait la finalité fondamentale d'un système de santé. Or, dans tout système durable, les actions de chaque élément sont organisées pour permettre de conserver la finalité globale du système, répondant à l'adage « le tout est plus que la somme des parties ». Et donc imaginez simplement que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui, par rapport à la finalité de notre nation, se sont sacrifiés. Ils ont accepté ça parce qu'il y avait une finalité globale qui les dépassait, qui les transcendait. Et c'est très certainement ce qui est en train de nous manquer dans notre système de santé. Voici un exemple. Par 8 Androth, vous pouvez en créer vous-même une fois que vous avez la notion. Je suis parti du principe qu'en fait, pour qu'il y ait un maintien en santé de la population, au sein de notre système, on a besoin que les patients soient tout autant effecteurs que les soignants de leur santé. Plutôt que les déresponsabiliser, il est important de les remettre au cœur du système et que chaque élément soit équilibré et puisse rétroagir. On a vu tout à l'heure avec Valérie l'importance des rétroactions. Et on verra tout à l'heure qu'on nous les a enlevés. L'absence de finalité consciente et fédératrice qui nous transcende produit mécaniquement de l'entropie, c'est-à-dire du désordre. Voilà.
Dans ce contexte compétitif, les UNOCAM, les complémentaires santé notamment, pour maintenir leur propre structure, ont été contraintes de se hisser tout en haut de l'échelle hiérarchique, participant activement à la mutation du système de soins français. Ainsi, on se retrouve un petit peu comme ça maintenant, c'est-à-dire que les complémentaires santé, les UNOCAM pour être précis, sont à moitié dans le système, mais à moitié en dehors, c'est-à-dire qu'elles arrivent aussi à interagir avec les systèmes qui sont au-dessus, si bien qu'elles ont permis de modéliser de plus en plus le système à leur image. La seconde propriété des systèmes, c'est l'état d'un système. Un système peut être soit fermé, soit ouvert. Or, un système du vivant n'est jamais fermé, il est toujours ouvert sur son environnement, sinon il meurt par accroissement de l'entropie. C'est Sadi Carnot qui nous l'a dit, c'est pas le président, c'est son neveu, Sadi Carnot. Et si bien que ça crée quelque chose de très important, et ce qui est drôle, c'est que avec Nathalie, on n'est pas parti du tout de la même manière d'aborder les choses, et on arrive exactement à la même chose, c'est qu'en fait, tout est ouvert sur tout, et que tout est lié. Vous voyez un schéma avec, on retrouve notre système de santé au centre, mais ce système de santé ne peut fonctionner que parce qu'il est ouvert sur un système sanitaire et social qui lui permet d'avoir des infrastructures, qui lui permet d'avoir une alimentation de bonne qualité, enfin ça c'est dans l'idéal, et puis qui lui apporte la recherche et l'investissement pour pouvoir continuer à évoluer, puisque tout est sans arrêt en évolution. La vie c'est ça, tout avance tout le temps. Or, vous verrez que nous, quand je dis nous, les chirurgiens dentistes, on s'accroche à quelque chose qui n'existe plus, on essaye de se fermer, et malheureusement, plus on se ferme et plus on augmente l'entropie, et plus on est en train de creuser notre propre tombe. Le système sanitaire et social est ouvert sur une socioculture, vous pouvez appeler ça une nation, mais un groupe de nations, etc., avec ses devises, avec son éducation, avec ses citoyens, avec sa justice, avec sa culture, etc., etc. Mais vous le savez très bien, on n'est plus dans des systèmes fermés non plus sur les sociocultures avec les États qui sont fermés sur eux-mêmes, on est dans un système mondialisé. Or, je vais revenir à la finalité, puisque c'est pour moi l'élément fondamental. Quelle est la finalité? Qu'est-ce qui a fait que le système mondialisé a réussi à fédérer autour de lui? Eh bien, c'est la production et la vente de marchandises, essentiellement. Évidemment, il faut que je fasse vite, donc on fait simple. Pour pouvoir produire et vendre des marchandises, il a dû extirper de son écosystème, puisqu'il n'est pas non plus isolé, lui, de son écosystème, une grande quantité d'énergie et de matière. Et puis, il a réussi à atteindre une croissance exponentielle, chaque année, à créer beaucoup de richesses. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on mange beaucoup? On stocke. Okay, c'est ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses. On a beaucoup stocké, et du coup, on a prospéré, et c'est grâce à ce système-là, je ne suis pas dogmatique, hein, pour moi, c'est grâce à ce système-là qu'on en est là aussi, qu'on a réussi, nous, à se structurer, et à avoir cet idéal de la santé pour tous, etc. Sauf que, très concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup plus de mal maintenant à extirper de l'énergie et à récupérer de la matière de notre écosystème. Si bien que la croissance, elle est beaucoup plus difficile à atteindre. Et on a beaucoup moins de richesse. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on arrête de manger? Eh ben, on est obligé d'aller le chercher dans nos stocks et dans notre propre structure. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le système mondialisé actuel. On va chercher petit à petit, dans les sociocultures, les stocks qu'on avait faits pendant les 30 Glorieuses, et on demande aux États maintenant d'avoir comme finalité propre la production et la vente de marchandises. On demande au système sanitaire et social, lui aussi, de participer à l'économie, à la croissance exponentielle. Et on demande au système de santé maintenant, et c'est seulement maintenant, nous, en tant que soignants, qu'on s'y intéresse, parce qu'on dit, bah non, nous, et oh, pourquoi nous? Mais pourquoi nous? Parce qu'en fait, ça s'est passé avant avec les agriculteurs, avec la recherche, etc. etc. Et puis, c'est notre tour. On arrive à la troisième propriété, la régulation. On l'a vu tout à l'heure avec Valérie, donc je passe très rapidement ces parties théoriques. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous présenter le schéma qui arrive juste après, qui montre comment peu à peu la législation a confisqué aux citoyens le pouvoir de rétroagir sur le système de soins, ne pouvant alors empêcher le glissement vers un marché de la santé.
Voici notre système de santé schématisé en 1945 avec, vous le voyez, l'assurance maladie qui avait une place importante à l'époque et qui était relativement indépendante du pouvoir législatif qui est en haut et qui est le régulateur du système. La finalité était de maintenir en santé ou de prodiguer des soins aux citoyens. Le citoyen pouvait rétroagir sur le pouvoir législatif, il le peut encore un petit peu mais il s'y intéresse plus, par les élections. Il pouvait rétroagir aussi sur l'UNCAM au travers des partenaires sociaux. Il pouvait rétroagir sur les soignants en ayant le libre choix de son soignant. Et il pouvait rétroagir sur les complémentaires santé en ayant le choix de ne pas en prendre et en pouvant protéger son secret médical. Puis, peu à peu, comme on l'a vu tout à l'heure, comme l'objectif c'était non plus d'avoir cette finalité-là, eh bien on a créé des lois qui ont permis d'inféoder l'assurance maladie au pouvoir législatif, c'est l'ordonnance Juppé en 96. L'assurance maladie est directement, son budget est directement lié à Bercy. Puis on a enlevé la possibilité aux citoyens de pouvoir rétroagir sur l'assurance maladie. Les partenaires sociaux sont placés hors système grâce à, enfin, ou plutôt à cause de la loi Douste-Blazy de 2004. Puis le libre choix a été supprimé avec la loi Leroux. S'ils veulent choisir leur praticien, il faut qu'ils payent plus cher. Et enfin, le libre choix de la complémentaire santé après la loi Annie a été aboli, puisque c'est leur employeur désormais qui va choisir à leur place quelle complémentaire, ils sont obligés d'en prendre une. Et enfin, la loi santé est en train de mettre un bon coup de canif sur le secret médical. Alors les conséquences sont évidentes. Les complémentaires santé prennent clairement le dessus sur le système. Les soignants et patients ne sont plus effecteurs. Seul le praticien est au centre, mais en tant que prestataire de service. On ne sera plus des soignants, il faudra qu'on produise du soin. Et on y est déjà presque. Et le patient n'est qu'un consommateur de soins. Et on s'en rend compte avec, en ce moment, 60 millions de consommateurs, que choisir, qui réduisent complètement notre dimension médicale à un simple prestataire de service et le patient à un simple consommateur. Le citoyen est donc réduit à sa dimension de producteur-consommateur et on lui demande essentiellement d'être un levier de croissance. Producteur parce que quand il est malade, il produit moins bien, mais en même temps, quand il est malade, il consomme des médicaments. Donc on a quand même essayé de trouver un élément positif à ça. L'information, je ne pourrais pas en parler, j'essaye de tenir le temps. Alors, c'est pas très glorieux quand on parle de tout ça, mais en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a encore beaucoup d'espoir parce que je suis persuadé qu'on n'a pas agi avec la meilleure méthodologie. La systémique m'a apporté quelque chose qui me permet de dire qu'on peut faire largement mieux. D'abord, je crois qu'on a arrêté d'inspirer confiance aux patients, aux élus et aux financeurs et qu'on va pouvoir réinspirer confiance si on arrive d'abord à reconnaître notre responsabilité dans la situation actuelle et puis à être persuadé qu'en tant que soignants, c'est nous qui sommes légitimes pour impulser une finalité fédératrice au système de soins. On est beaucoup plus pertinent pour parler de la santé que ou que je ne sais quel ministre qui débarque ou qui décide, ou quel président qui décide que c'est le reste à charge zéro. Je crois que c'est vraiment important, on a abandonné ce rôle-là, et c'est pour ça qu'à mon avis, on a une responsabilité dans ce qui se passe, mais on peut tout à fait inverser, et comme c'est très naturel comme mode de pensée, et que ça fédère autour de nous, à partir du moment où on est persuadé qu'on va dans le sens global, et non pas notre propre finalité à nous, d'essayer de conserver nos prérequis d'antan, on peut fédérer. Ensuite, on va avoir besoin d'être acteur du changement. C'est vrai qu'on a l'habitude soit de ne rien faire, soit de faire des actions ponctuelles, un peu coup de poing, et puis on est déçu. Mais en systémique, le changement, on dit que le plus petit changement possible. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller petit à petit, et les actions coup de poing, en général, ça repart sur les mêmes choses. La Révolution française, ça a donné Napoléon. Bon, il a créé de très belles choses, mais en termes de philosophie, on prenait la liberté, puis en fait, on a eu peut-être l'un des plus grands despotes de notre ère.
Ensuite, on va avoir besoin de s'organiser et coopérer. Tout à l'heure, Valérie nous disait que l'approche cartésienne on était très empreint de l'approche cartésienne, et si bien qu'en fait, on a récupéré une idée de Darwin et on l'a gardée comme ça. On l'a complètement amputée de la base de son travail. C'est qu'il avait remarqué très vite en étudiant les abeilles que lorsqu'un groupe d'individus coopérait, la sélection naturelle ne s'appliquait non plus à l'individu, mais à l'ensemble. Or, nous, on a l'habitude d'être enfermés dans notre cabinet, on travaille un peu seul, des fois avec des associés, mais même avec des associés, on travaille seul. Euh, Or, on a perdu ce sens-là du fait que c'est en se regroupant qu'on pouvait créer quelque chose de fort. Et bien souvent, ce qu'on entend sur Facebook, etc., c'est oui, mais il faut qu'on soit tous à faire ça et c'est comme ça que ça va changer. Ben non, ça marche pas comme ça. En fait, le changement au sein des systèmes, c'est Rogers qui nous dit ça dès 1995, et ça c'est utilisé par toutes les multinationales pour essayer de rentrer dans les marchés, etc. C'est qu'en fait, à partir du moment où on atteint ces 16% ici, on crée une vague de changement au sein du système. Tout ça pour vous dire de garder espoir. Si on est seulement 16% à pouvoir porter quelque chose en lequel on croit, et si on s'organise bien avec une bonne méthodologie, on peut créer une vague de changement qu'on n'imagine même pas. Cela dit, pour y arriver, on a besoin de diffuser l'information. Et ça, c'est absolument primordial. Et diffuser l'information, c'est pareil, c'est pas n'importe comment. C'est pas en allant prendre les canaux informatifs de la télévision qui coûtent la peau des fesses. Ça nous coûte très cher, on peut le faire qu'une fois. Or, qu'est-ce qui reste dans les mémoires? C'est la familiarité, c'est le fait d'entendre plusieurs fois un message. Qu'est-ce qui fait que dans l'inconscient collectif, on trouve que Cerise de Groupama, elle est sympa, et puis que c'est la meuf que je préfère? Mais parce que on nous l'a matraqué tout le temps, dans la voiture, à la télé, etc., etc. Nous, on arrive, on fait un spot publicitaire sauvant nos dents, et on se dit c'est génial, ça va marquer. Mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est trop ponctuel. Alors, j'ai mis une salle d'attente parce qu'on a un spot publicitaire, là, on a un endroit publicitaire qui est gratuit, et en fait, on s'en sert pas. C'est dommage. Euh, Simplement, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est absolument fondamental de favoriser l'information qui structure, c'est-à-dire celle qui va dans la finalité de l'ensemble, et pas l'information circulante, c'est-à-dire celle qui ne sert la finalité que d'un seul sous-ensemble. Et très souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? Le peu de fois où on parle, c'est essentiellement pour dire, regardez comme c'est pas assez payé le détartrage, mais les gens s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs problèmes. Est-ce que nous, là, le problème du lait, est-ce que les agriculteurs, ça fait 20 ans qu'ils sont en crise, on est en train de faire un peu la même chose qu'eux, hein. Ça fait 20 ans qu'ils nous disent, regardez, on est malheureux. Qui parmi nous est allé aider les agriculteurs? Personne. Pourquoi? Parce qu'on a nos problèmes aussi. Ne parlons pas de nos problèmes. Parlons de ce qui est au-dessus de nous. Parlons de ce qui fédère. C'est ça qui va créer quelque chose. Et parlons-en sur un maximum de niveau d'organisation. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand on va voir des personnes, des élus, tout ça, ils n'ont pas l'habitude de nous voir. Par contre, si vous allez je sais pas, dans des colloques industriels, etc., dans les CCI, il y a les complémentaires santé. Ils sont là, ils sont familiers du système. On les connaît. Donc, à partir du moment où on connaît quelqu'un, à partir du moment où c'est familier, on les croit. D'accord? On fait confiance à ce qui est familier. C'est notre cerveau qui fait ça. Il est un peu crétin des fois, notre cerveau. Donc, les gens n'ont pas spécialement confiance. Ils ont confiance en leur chirurgien dentiste, mais pas dans les dentistes globalement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas familier du système et on est absent de quasiment toutes les strates du système sanitaire. Enfin, il faudra accepter qu'il existe une multitude de réalités et de solutions, c'est ça la systémique. La systémique, il n'y a pas qu'une seule réalité, il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas d'expert, parce que tout avance tout le temps, et l'expert, à partir du moment où il a étudié quelque chose, il est déjà has-been, parce que tout le temps qu'il lui faut pour comprendre quelque chose, c'est déjà fini, ça a déjà avancé.
Et voilà. Donc, ce qui est important, en fait, ce qui sera certainement l'une des clés de l'innovation, sera de pouvoir utiliser des outils qui permettent de dégager des consensus de groupe, et non la solution de l'expert omniscient, omnipotent. Personnellement, moi, j'y crois plus à ça. Et de se souvenir que l'ego est le premier frein au changement. Dès qu'on croit en un expert omniscient, lui, son objectif, c'est juste de rester après au pouvoir. Et donc, il va tout faire pour que le système arrête d'évoluer. Et enfin, on aura besoin de favoriser la transdisciplinarité, comme lorsque tous ces scientifiques des années 50 qui ont participé aux conférences Macy ont vraiment modélisé le futur d'une manière insoupçonnée. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient un nombre de scientifiques pas très important, mais très différents. Il y avait des ethnologues, des mathématiciens, des neurophysiologistes, des psychologues, des sociologues, des philosophes, etc. etc. Et ces gens-là, ils se sont mis ensemble, et du coup, ils ont agi sur tellement de strates qu'ils ont créé un changement gigantesque. Voilà. Merci.